111e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque semaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous prenons le temps de revenir sur Mes Mauvaises Filles, le nouveau titre de Zelba disponible en librairie aux éditions Futuropolis. Dans un deuxième temps, on vous présentera nos 6 coups de cœur de la semaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question d'humour absurde, de meurtre, de plongée dans des histoires familiales, ou encore d'histoires d'amour qui parfois se finissent bien, mais d'autres fois se finissent mal. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir comme chaque semaine en notre compagnie. Véritable vecteur d'émotion, la bande dessinée est capable de provoquer chez le lecteur une multitude de réactions allant du fou rire jusqu'aux larmes. C'est rempli de cette émotion contradictoire, puisqu'on a ri et on a pleuré à la lecture, que l'on est ressorti du nouvel album de Zelba, pseudonyme derrière lequel se cache Wiebke Petersen, autrice d'origine allemande. Si vous nous êtes fidèles, elle ne vous est pas totalement inconnue, puisque nous avions consacré ici même un épisode à son précédent album, déjà inspiré de sa vie personnelle, intitulé Dans le même bateau. Elle nous revient avec un titre qui a pris naissance il y a plus de 13 ans maintenant, mais qu'elle n'a pu concrétiser que récemment, Mes Mauvaises Filles, album qui se veut encore une fois un morceau de la vie de son autrice. Aux origines de cette bande dessinée, le décès de la mère de Zelba, que celle-ci a assisté jusqu'au bout avec sa sœur, au point où elle était même chargée de décider du moment où il interviendrait. Ce que l'on appelle communément l'euthanasie est au centre de ce titre, même si Zelba insiste pour que l'acte soit nommé mort assistée, soulignant dans ce terme toute notre humanité. L'histoire débute quelque temps après ce triste événement, au moment où son père est sur le point de se remarier, lui qui était séparé de sa mère depuis quelques années déjà. On apprend à découvrir cette famille, le père, la future belle-mère, l'ancienne belle-mère qui perd la tête, mais surtout les deux sœurs, Liv et Ylva. Si l'une est d'une sensibilité à fleur de peau, l'autre est plus dure en apparence. Si l'une a des enfants, l'autre n'en a pas. Si l'une est heureuse en couple, l'autre attend toujours l'homme qui la fera vibrer. Mais au-delà de cette différence, on sent tout l'amour que Liv et Ylva ont l'une pour l'autre, mais surtout pour Bri, leur maman qui s'est toujours su condamner à plus ou moins long terme. L'album propose ainsi un va-et-vient entre passé et présent, mais s'il est un personnage omniprésent, voix off de ce titre, c'est bien Bri, la maman que Zelba fait revivre et rend éternelle dans cet album. L'hommage commence dès la couverture où apparaît en retrait des deux sœurs une Bri au regard bienveillant, heureuse de contempler sa plus belle réussite, deux magnifiques filles qui auront su l'entourer d'amour jusqu'au bout. Car ce que l'album raconte, c'est aussi ça, cette forte dose d'amour qu'il faut pour accepter de voir partir celles et ceux que l'on aime, pour abréger leur souffrance quand les jours qui restent ne ressemblent plus qu'à un chemin de croix. C'est d'ailleurs l'affaire Vincent Lambert qui servira de déclencheur à Zelba pour reprendre un projet qu'elle avait laissé dans un carton, disparu avec le temps, comme un appel à tout recommencer avec le recul nécessaire du temps qui passe. Vous aurez aussi compris que Mes Mauvaises Filles est un titre clin d'œil à une phrase que prononcera la maman un jour, mais en réalité, on voit quelle complicité s'est installée avec le temps entre la mère et ses deux filles. Joyeuse, fantasque, mais aussi engagée et en avance sur les mœurs de son époque, Bri apparaît comme une femme portée par un souffle qui lui fait tellement cruellement défaut à l'intérieur d'elle-même. Souffrant d'une grave maladie pulmonaire, l'existence de Bri ne fut pas des plus simples et elle eut une soif de vie qui l'a poussée à faire des choix forts, comme quitter sa vie calme et rangée avec son mari pour vivre une nouvelle histoire d'amour avec Alfred. Avec beaucoup de pudeur, Zelba a changé les prénoms des protagonistes et se refuse à tout voyeurisme obscène, défile alors devant nos yeux embués à certains moments cette existence à laquelle l'autrice rend ici le plus beau des hommages. Cet album de 160 pages est porté par un dessin tendre, généreux, rempli d'un souffle de vie et qui s'affranchit régulièrement de la case pour déborder et envahir l'espace. Non seulement elle nous raconte ici une histoire forte, mais elle le fait d'une façon simple, avec un dessin où la couleur et le noir et blanc viennent se disputer avec des pages plus sombres. De l'hôpital, lieu familier pour les deux sœurs, depuis la plus tendre enfance, jusque dans l'intimité de leur logement, Zelba nous décrit l'avant, le pendant et l'après.
Capable d'insuffler le souffle de la vie et de faire planer l'ombre de la mort, le titre est aussi capable de faire sourire et de vous arracher les larmes quelques minutes plus tard. Vous aurez certainement compris que nous avons eu un gros coup de cœur pour Mes Mauvaises Filles, l'un des titres les plus passionnants que l'on ait lu ces derniers temps, un album qu'édite Futuropolis et que l'on vous recommande plus que chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette semaine. Ce sont les éditions Delcourt qui nous proposent Amore, un album qui sent bon l'Italie et le soleil sur fond d'histoires d'amour amoureuse plus ou moins chanceuses. En effet, cet album propose en fait plusieurs petites histoires qui tiennent chacune sur une dizaine de pages pour un album qui en compte 128 en tout. C'est le très prolifique et souvent inspiré Zidrou qui signe le scénario et c'est un compatriote belge, David Merveille, qui signe ici les très jolis dessins. Parfois se terminant bien et d'autres fois se terminant mal, l'album regroupe 9 histoires qui ont comme dénominateur commun le sentiment amoureux et l'Italie comme décor. De l'écrivain qui publie des romans à l'eau de rose en panne d'inspiration au couple éperdument amoureux qui teste sa fidélité, de la femme solitaire qui porte un lourd secret jusqu'au rémouleur ambulant qui profite de la messe pour retrouver sa maîtresse, les aventures s'enchaînent et on les déguste avec gourmandise. Si certaines de ces histoires prêtent à sourire, d'autres sont plus graves et abordent des sujets plus douloureux. Le scénario de chacune de ces petites histoires est parfaitement bien construit et permet en quelques pages de découvrir une aventure qui tient la route et qui captive le lecteur dès la première page. Le dessin délicat et expressif qui accompagne chacune de ces scénettes finit de nous immerger dans cet album que l'on aura pris beaucoup de plaisir à parcourir. Véritable pépite, déjà sorti en librairie, Amore est le type même d'album vraiment réussi que l'on peut prendre plaisir à relire à l'envi en raison de son format particulier. Avec son style très coloré et son univers imaginaire foisonnant et surprenant, c'est peu de dire que Lettres perdues, album que l'on doit à Jim Bishop, aura su attirer notre attention cette semaine. Avec un style graphique se rapprochant plus du manga que de la bande dessinée franco-belge, l'auteur nous fait pénétrer un monde où les humains et les animaux cohabitent au quotidien et ont chacun leur place dans la société. Nous y suivons le jeune Yotzi, adolescent au faux air de Petit Prince, qui est dans l'attente d'une lettre de sa mère qui l'inviterait à la rejoindre dans un endroit moins hostile. Problème, cette lettre n'arrivant pas, il va se mettre en quête de remonter à la source de celle-ci pour la retrouver, et c'est cette quête qui marque le point de départ du récit. En route, il va rencontrer 2 autres personnages qui vont finir de le rejoindre dans cette aventure, une jeune fille surnommée Frangine et un policier qui n'est autre qu'un poisson dans un bocal que surmonte un corps d'humain du nom de Sissi. Ce trio improbable, que rien n'aurait dû faire travailler ensemble, va finir par épouser la cause du jeune Yotzi, dont on comprend aussi que le père est un bienfaiteur des poissons pour ce territoire fantastique. Si parfois l'album se perd un peu en longueur, l'univers drôle et coloré de Bishop finit de remporter le morceau en nous proposant une histoire faussement apaisante, mais vraiment captivante. Lui qui avait pensé arrêter la bande dessinée et qui fait de Miyazaki son maître incontesté, revient avec un album plutôt déconcertant, mais aussi très plaisant à lire. Bande dessinée qui invite à la rêverie, Lettres perdues est surtout un titre singulier qu'édite Glénat et vers lequel on vous conseille de tourner le regard. Antonio est un petit bijou de bande dessinée qui nous fait voyager au gré des différentes destinations où Antonio Cafiero va poser ses valises. Né dans une famille napolitaine à la fin du 19e siècle, il aurait pu mal tourner à fréquenter des petits mafieux des quartiers malfamés ou encore les prostituées du quartier espagnol. Heureusement pour lui, Antonio a aussi de l'or dans les mains et un père appelé auprès du sultan Mehmed V Crésin de Constantinople pour y réaliser une sculpture. C'est ainsi qu'il prendra la succession du père et s'illustrera aussi bien pour fabriquer des objets d'une grande qualité que pour raconter des histoires, autre spécialité du personnage. En effet, avec beaucoup d'affection, Michele Standiowski, au scénario et au dessin, nous raconte surtout comment les histoires de son arrière-grand-père ont bercé sa jeunesse et nourri son imaginaire. Dès sa prime jeunesse, Antonio est doué pour raconter les histoires et très vite, dans sa bouche, les petits chats noirs deviennent des panthères redoutables.
Doué, attachant, mais aussi charmeur et infidèle, Antonio va de l'Italie au Liban en passant par la Grèce et la Turquie au moment où l'Europe s'entre-déchire et tourmente les populations. Antonio est un album passionnant, un témoignage du siècle dernier où la petite histoire familiale vient se mélanger à la grande histoire politique. Raconté en voix off par son arrière-petite-fille, Antonio Cafiero reprend vie le temps d'un album en 256 pages où la douceur du trait au crayon de couleur donne à ce récit de l'ampleur. Belle surprise que l'on doit aux éditions des Ronds dans l'eau, Antonio fait partie de ces titres dont la lecture marque tellement que l'on aimerait prolonger le voyage de quelques pages. Avec Bon baiser de Limone, Edo Brenes signe son premier album de bande dessinée et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous a déjà bluffé par sa grande maîtrise de cet art. Ici, cet auteur d'origine costaricienne nous entraîne non seulement dans son pays, mais il revisite son histoire familiale en prenant une ancienne boîte de photos retrouvée comme point d'appui. Lui qui s'est installé à Londres va donc profiter d'un séjour chez sa mère pour l'interroger ainsi que d'autres membres de sa famille pour en apprendre un peu plus sur celles et ceux qui se trouvent sur ces vieux clichés. Faisant alterner une voix off sur le défilé des clichés, avec des passages qui nous plongent dans le passé, on en apprend un peu plus sur cette famille ordinaire qui avait fait de la ville de Puerto Limón, sur la côte des Caraïbes, son fief. On y découvre ainsi la vie du grand-père Osvaldo, amoureux dans sa jeunesse de la belle Rosario, qui épousera au final son frère Virgilio. Bercé par cette histoire familiale, le lecteur rentre dans l'intimité de cette vie qui cache aussi ses petits secrets et ses malheurs. Dans un format moyen, cette histoire se déploie sur 269 pages et malgré la forte pagination, on ne voit pas le temps passer et c'est triste que l'on quitte à regret cette famille à laquelle on s'attache fortement. Le très beau dessin, à la fois simple et sophistiqué, qui joue avec les cases, participe grandement au plaisir de la lecture que l'on éprouve quand on tient cet album entre les mains. Bref, vous aurez compris que Bon baiser de Limone fait partie des très bons albums de ce mois de septembre, un titre que l'on retrouve édité chez Casterman et que l'on vous recommande chaudement. Dans l'échelle de Richter, tout démarre avec une femme que l'on va retrouver morte dans une chambre d'hôtel. Peu d'indices sont retrouvés sur les lieux du crime, mais c'est à partir de ces traces laissées par le tueur que va pouvoir démarrer une enquête captivante qui tient le lecteur en haleine durant les 496 pages de ce très bon album. Durant cette enquête criminelle, on va se familiariser avec une galerie de personnages qui ont tous un lien de près et de loin avec cette tragique affaire. Une petite frappe, un flic à la dérive, un sans-papier, une star du rap, ou encore une comédienne, ont ainsi un lien avec cette mystérieuse victime de la chambre d'hôtel. Tour à tour, l'attention du lecteur repose sur chacun de ces personnages que l'on découvre avant d'en savoir un peu plus sur ce qui va justement les relier. Thriller haletant qui sait ménager son suspense et qui enveloppe tout ça d'une couche de noirceur, on le doit au scénario de Raphaël Friedman et au dessin de Luc Desportes. Servi d'ailleurs par un très beau dessin en noir et blanc et une narration impeccable, cette plongée en eau trouble saura ravir les amoureux du genre et tiendra aussi en haleine les curieux. Préfacé par Cédric Clapiche, qui ne manque pas de talent lui aussi pour raconter des histoires, l'échelle de Richter a aussi un aspect très cinématographique dans son approche. Déjà disponible en librairie, édité chez Gallimard, voilà un titre que l'on recommande chaudement, là aussi cette semaine. Terminons la revue des sorties de la semaine par un petit bijou d'humour absurde qui nous arrive tout droit de l'éditeur Cornelius. Ça s'appelle Le sens de la vie et ses frères, et le titre en dit long sur le propos que l'on retrouve à l'intérieur de ce bel objet au petit format. C'est Éric Veillé qui se cache derrière cet album où s'enchaînent les histoires dont le sens échappera quasiment à chaque fois au lecteur puisque celui-ci ne doit exister que dans la tête de son auteur. Chaque histoire se découpe en 6 cases sur la page de droite, tandis que sur la page de gauche, un petit dessin en lien avec l'histoire occupe le centre. De l'homme qui avait une flaque dans la tête, à celui qui s'occupe de recenser les espèces d'animaux dont tout le monde se fout, chaque histoire déstabilise par son humour absurde et par une poésie très décalée. Si l'on accepte de débrancher son cerveau pendant la lecture et que l'on se laisse bercer juste par la situation sans forcément chercher à la comprendre, alors on passe vraiment un très bon moment de lecture. C'est une humanité un peu bête et grotesque que nous donne à voir un auteur qui arrive à nous faire nous interroger sur nos propres existences à force de mettre le doigt sur des travers que l'on rencontre dans la vie réelle.
Jamais méchant, doucement grinçant, voilà un titre que l'on peut transporter en permanence avec soi pour échapper à l'amorosité ambiante. Dernière chose, la première fois que j'ai entendu parler de cet auteur, c'était dans la bouche de Philippe Catherine. Si vous connaissez le personnage, vous saisirez un peu mieux l'humour qui se cache dans Le sens de la vie et ses frères, un des titres les plus énigmatiques pour un album de bande dessinée. Avant de se quitter, je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité et votre intérêt pour ce podcast toujours grandissant. À partir du prochain épisode, le podcast change de formule, ainsi vous retrouverez désormais un épisode par quinzaine. Faute de temps pour pouvoir produire un épisode par semaine, j'ai décidé d'en modifier la fréquence pour ne pas sacrifier ni le plaisir de le faire, ni la qualité de mon travail. Autre changement, le podcast sera disponible désormais dès le lundi. Rendez-vous donc le lundi 27 septembre pour la nouvelle fréquence des sorties du podcast Le Buller. Ainsi se termine ce 110e épisode. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi avec intérêt cet épisode de notre podcast Le Buller jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram lebuller.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images nos coups de cœur de la semaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes, d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Bonne semaine à vous, très bonne lecture et à la prochaine pour un 111e épisode de votre podcast qui parle de l'actualité des sorties en bande dessinée.